Bonjour et bienvenue. Mon nom est Sihem Eid Hamouda. Je suis une femme racialisée aux cheveux châtains clairs mi-longs. Je porte des lunettes de vue et un haut blanc. Je suis la coordinatrice bilingue de l'Initiative pour l'accessibilité, un projet national et bilingue d'Ocassi qui renforce la capacité du secteur de l'établissement à mieux servir les personnes immigrantes et réfugiées en situation de handicap et celles qui sont sourdes. Et c'est dans ce cadre-là que nous vous offrons aujourd'hui ce webinaire sur l'inclusion des personnes immigrantes en situation de handicap, défis et bonnes pratiques. Avant de débuter, je tiens à vous informer que ce webinaire est enregistré et que nous offrons également les services d'interprétation en langue des signes québécoise. Malheureusement, nous n'avons pu garantir le service de la transcription carte. Cependant, vous pouvez activer la transcription en cliquant sur l'icône plus qui est située en bas et à droite de votre écran, puis en sélectionnant Caption ou sous-titrage, suivi de Caption Language ou sous-titrage, la langue de sous-titrage, et enfin, vous pouvez choisir le français. Alors, également, merci de laisser vos questions vers la fin de la présentation. Et à la fin également, vous aurez un court sondage d'évaluation. Merci de le remplir. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais commencer par la reconnaissance du territoire. Nous reconnaissons les peuples autochtones de toutes les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Bien que nous nous réunissons sur une plateforme virtuelle, nous tenons à reconnaître cette terre sacrée sur laquelle nous, à Okassi, faisons notre travail. Il s'agit du territoire traditionnel de nombreuses nations, y compris les Mississauga du Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat. Et on y trouve maintenant de nombreuses Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous reconnaissons également que Toronto est visé par le traité 13 avec les Mississauga of the Credit. Alors, on est très heureux aujourd'hui de vous offrir ce webinaire qui sera animé par Arpi Chouir, consultant et formateur, professionnel de recherche et doctorant en sciences de l'administration à l'Université Laval. Arpi est également membre du conseil d'administration du réseau international sur le processus de production du handicap, RIPPH, et de l'Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées. En tant que formateur, il travaille sur les concepts du handicap et la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la CDPH, son engagement pour la défense des droits au Québec, mais aussi dans la région du Maghreb et du Moyen-Orient, a façonné sa compréhension des enjeux d'accessibilité et de participation à la vie publique et politique pour les personnes en situation de handicap. Parallèlement à ses activités de formation, il collabore dans des projets de recherche sur les villes inclusives et l'impact des technologies sur la participation sociale des personnes en situation de handicap. En 2016, Harbi a également lancé le projet Handy Win, visant à évaluer les niveaux d'accessibilité des espaces publics et privés pour les personnes en fauteuil roulant. Bienvenue à Harbi. Merci beaucoup, Siem, puis merci beaucoup, Kazi, pour cette invitation, puis pour ce thème très, très intéressant. Et finalement, le phénomène de l'immigration, euh, il est dans le monde entier. Puis Canada est l'un des pays les plus visés en matière d'immigration, puis aussi l'un des pays où il y a un nombre important des personnes en situation de handicap. Donc, si on met les deux aspects ensemble, l'immigration et le handicap, on trouve pas mal de défis à lever, puis on trouve pas mal de choses à faire. Donc, un bon travail à faire. Et c'est d'ailleurs l'objet de ce webinaire aujourd'hui. Donc, l'inclusion des immigrants et des immigrantes en situation de handicap. Quels sont les défis? Puis, quelles sont les bonnes pratiques? Donc,
Si vous voulez qu'on commence, CM. Euh, Oui, allez-y. ouais, bon, on va commencer avec un petit quiz. Je vais vous partager le lien dans le chat. Oui, le voilà. Donc, vous pouvez accéder au lien, puis les questions vont être affichées et on va voir les réponses directement. Alors, je ne sais pas si vous voyez ou pas. Euh, OK. Donc, j'ai mis le lien maintenant. Alors, donc, la question est, le pourcentage des personnes handicapées dans le monde est 14%, 15% ou bien 16%. Bon, je vais vous montrer vos réponses. Bon, bon, la plupart ont dit 16%, qui est la bonne réponse. Donc, selon la Banque mondiale, le nombre des personnes en situation de handicap dans le monde entier est 16%. Et il est estimé, selon quelques études faites par l'Organisation mondiale de la santé, que ce pourcentage va être plus élevé d'ici à 2030 et puis euh, il va atteindre euh, probablement les 20% de la population mondiale. Deuxième question. Vous pouvez rester dans le même lien, hein. La deuxième question, elle est sur le Canada. Donc, au Canada, les personnes handicapées représentent en 2022 14, 27 ou bien 20%. Wow, il y a beaucoup de 27% comme réponse. Wow, 47% ont dit qu'ils sont 27%. Et c'est un peu pessimiste et c'est la bonne réponse. Selon Statistique Canada, les personnes en situation de handicap représentent en 2022 27% de la population canadienne. Et entre parenthèses, en 2017, ce pourcentage était moins élevé. En 2027, on parlait de 17% de la population canadienne, mais en 2022, on parle de plus 5%. Donc, on est sur 27%. Puis, selon Statistique Canada, c'est dû principalement au fait que les diagnostics en Amérique du Nord sont avancés. Donc, ils permettent de mieux identifier le handicap et euh, aussi la définition de handicap a été changée et qui n'est pas la même par rapport euh, à la Banque mondiale. En plus, avec des facteurs tels que la pandémie, puis les troubles de santé mentale, ça a quand même
a contribué à l'augmentation de ce pourcentage. Alors, euh, dernière question, donc parlons de l'immigration. Et la dernière question est affichée. Alors, les immigrants et les immigrantes handicapées représentent combien de la totalité des personnes handicapées au Canada? 25,2%, 18,2% ou 30,2%? Bon, la plupart ont dit que c'est 25,2%. Une autre réponse sur le chat est 32%. Quelques petites secondes. Il dit autre. Donc, la plupart ont répondu que c'est 25,2% et la bonne réponse est 25,2%. Bon, effectivement, selon Statistique Canada, les personnes en situation de handicap représentent 25, ben, les immigrants et les immigrantes en situation de handicap représentent 25,2% de la totalité des personnes handicapées et représentent aussi 21% de la totalité des immigrants et des immigrantes. Encore une fois, au Canada, les personnes handicapées ou les personnes en situation de handicap, ils représentent 27% en 2022. Ce taux représente à peu près 5% de plus par rapport à l'année 2017 et 65% à peu près de la totalité des personnes handicapées sont âgées de 25 ans et plus. Alors, donc ça, c'est le contexte dans lequel on est au Canada. Comme on a dit au début, la diversité est une force au Canada, puis l'immigration et le Canada est parmi les destinations les plus connues dans le monde entier, donc ce qui crée une certaine forme de diversité. Et les personnes en situation de handicap, il y en a pas mal qui visent le Canada comme étant une destination pour y installer et pour y vivre. Ceci est une richesse, est une forme de diversité, mais aussi ça représente des défis. Parce que les immigrants et les immigrantes en situation de handicap se confondent, comme toujours, avec des obstacles supplémentaires qui entravent leur pleine participation à la société. Déjà, les personnes en situation de handicap, d'une façon générale, se confondent avec des barrières et des obstacles dans leur quotidien. L'immigration ne va pas faire euh, l'exception, mais aussi elle vient même avec des défis supplémentaires à considérer. Les attitudes, les barrières institutionnelles. On va évoquer dans quelques minutes ces barrières institutionnelles au niveau des processus d'immigration, au niveau de tout ce qui est obtention des statuts d'immigration, l'accès aux services et l'accès aux ressources, la langue et la culture, donc tout ce qui est facteur identitaire, tout ce qui est identité des personnes en situation de handicap immigrantes,
on parle des barrières linguistiques, on parle des barrières de culture, on parle bien évidemment de l'accessibilité des infrastructures, on parle aussi de l'inaccessibilité des services et des informations liées à l'immigration, mais aussi liées au travail et aux études. Donc, généralement, les informations relatives aux services. On parle aussi du handicap invisible, qui est pas mal, de plus en plus évoqué. Euh, Parce que tout simplement, on ne peut pas voir toutes les incapacités, on ne peut pas voir toutes les formes d'incapacité et de handicap. Donc, tout ça, on va le voir au cours de ce webinaire. Bien sûr, on va pas seulement voir les obstacles, mais aussi, on pourrait, par la suite, on va voir les pistes de solutions ou les pistes de recommandations et de bonnes pratiques qui pourraient euh, contribuer à promouvoir et améliorer la situation des personnes en situation de handicap immigrantes au Canada. Alors, donc, je voulais rajouter aussi que il y a des facteurs aussi, bah, disons, des facteurs intrinsèques, pas dans la personne, mais des facteurs intrinsèques liés avec la question de handicap, tels que la précarité financière ou économique, l'isolement social et surtout avec la pandémie, les difficultés à faire reconnaître les qualifications et les expériences professionnelles parce que déjà le fait d'accéder au marché d'emploi représente beaucoup de défis déjà. Donc, si on regarde ça ensemble, donc, on peut comprendre et on peut déduire que finalement, les personnes en situation de handicap immigrantes se confrontent quand même avec un bon nombre d'obstacles. Alors, tout d'abord, je voulais qu'on commence avec le concept du handicap. Finalement, qu'est-ce que c'est que le handicap? Ici, je partage avec vous une photo où il y a une personne en fauteuil roulant devant les escaliers. Alors, si vous pouvez me répondre en écrivant, euh, selon vous, où est le handicap dans cette photo-là? L'escalier. Mhm. L'environnement. Ne pas pouvoir prendre les escaliers. L'escalier. Deux autres réponses. Impossibilité d'accéder à la destination en raison de la non-accessibilité. Effectivement, la personne se confond, la personne ici en fauteuil roulant, se confond avec des escaliers. Et c'est une situation d'inaccessibilité. Donc, la personne, elle, elle rencontre un obstacle. Et cet obstacle est environnemental qui, euh, 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 qui l'entrave à exécuter son habitude de vie, qui est aller à une destination. Ceci est une approche, on va l'évoquer tantôt, parmi d'autres. Il y a, si vous voulez, il y a comme quatre approches. Et pourquoi je parle des approches? Parce que c'est sur la base des approches ou des perspectives liées au handicap que les pays y développent ou y mettent leur politique, y compris
les politiques d'immigration. Donc, il y avait le modèle médical qui est basé sur la capacité de la personne. C'est plus ce qu'on appelle le modèle ou l'approche capacitiste. C'est une approche basée et axée sur la capacité de la personne à exécuter des fonctionnalités. Puis, il y avait le modèle social qui a mis l'emphase sur les facteurs de la société, tels que les facteurs comportementaux, comportementaux ou bien attitudinaux. Et bien sûr, tout ce qui est inaccessibilité de l'environnement. Et puis, il y avait une certaine évolution avec le modèle de développement humain euh, et processus de production de handicap, qui est un modèle interactionniste et qui définit le handicap comme étant une situation qui est le résultat d'une interaction entre les facteurs de la personne ou les facteurs personnels, s'agissant de son incapacité et sa perception envers elle-même et ses attitudes envers elle-même et envers la société, les habitudes de vie qui sont principalement des habitudes au niveau micro, ça veut dire au niveau euh, de la maison ou du foyer de la personne, et puis d'un sens un peu plus large, sa communauté, et dans un plus grand large, dans un sens plus large, les, la société. Et bien sûr, les facteurs de l'environnement qu'on a évoqués tantôt, s'agissant de l'infrastructure, la technologie, les attitudes et le comportement de la société. Donc, quand il y a des barrières au niveau de ces interactions, on parle d'une situation de handicap. La version positive, c'est que lorsqu'il y a des facilitateurs au niveau de l'environnement et au niveau de l'exécution des habitudes de vie, on parle d'une participation sociale active. Donc finalement, l'objectif est toujours si vous voulez, euh, de promouvoir la participation sociale active. Donc, l'objectif des gouvernements, l'objectif des organisations des personnes handicapées, on les appelle OPH, est toujours de promouvoir, encore une fois, la participation sociale active. Je vous donne juste un exemple. Euh, donc, la première photo, on l'a vu au début, la situation de handicap, comme vous avez dit, euh, quand on a vu les escaliers entravant ou empêchant la personne à faire son déplacement. Et puis, la deuxième photo est un groupe de chorégraphie qui sont sur scène. On voit que les personnes en fauteuil roulant ont pu accéder à la scène et présenter leur spectacle qui est euh, qui peut être considéré comme une forme de participation sociale active. Bien sûr, dans la photo, peut-être il y a des personnes aussi qui ont des incapacités ou qui sont en situation de handicap invisible. Euh, et aussi, c'est que quand on parle de handicap, généralement, on parle d'un fauteuil roulant, sachant que ce n'est pas toujours le cas parce que les personnes en situation de handicap euh, euh, moteur et surtout les personnes en fauteuil roulant représentent juste une petite portion de la totalité des personnes en situation de handicap. Donc, il y en a
plusieurs incapacités. Il y a l'incapacité visuelle, l'incapacité auditive, donc sensorielle. Donc, il y en a plusieurs formes ou types d'incapacité. Finalement, le handicap c'est- est la conséquence, selon le modèle MDH-PPH, la conséquence de l'interaction avec les barrières de l'environnement. Donc, incapacité ou déficience ou maladie avec des infrastructures ou un environnement où il y a des obstacles et des attitudes d'exclusion mettent la personne en situation de handicap. La Convention relative aux droits des personnes handicapées, c'est une législation internationale qui a été ratifiée par le Canada en 2010 et a été déjà adoptée par l'Organisation des Nations Unies le 13 décembre 2006. Elle définit les personnes en situation de handicap comme des personnes qui représentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles permanentes ou temporaires dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Donc, elle considère, cette convention, elle considère le handicap comme étant une diversité, une forme de diversité humaine. Dans le même sens, la loi canadienne de l'accessibilité, elle reconnaît le handicap, mais elle a mis l'emphase sur la déficience physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, troubles d'apprentissage ou de la communication, ou limitations fonctionnelles de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non. Ce qui est intéressant, ici, c'est comme des parenthèses ou c'est une mention implicite au niveau de l'handicap invisible et dans l'interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine et égale d'une personne dans la société. Et puis le Canada a défini l'obstacle comme tout élément, euh, celui qui est de nature physique ou architecturale, relatif à la formation, aux communications, au comportement ou à la technologie, ou qui est le résultat d'une politique ou d'une pratique qui nuit à la participation pleine et égale dans la société des personnes ayant des déficiences, notamment physiques, intellectuelles, cognitives, mentales ou sensorielles, des troubles d'apprentissage ou de la communication ou des limitations fonctionnelles. Donc, c'est, c'est une, on peut dire que le Canada est en convergence avec la Convention. La Convention, pourquoi on parle pas mal de la Convention relative aux droits des personnes handicapées? Parce que c'est avec cette convention que on considère plutôt l'interaction entre les facteurs de la personne et les facteurs de l'environnement comme une situation de handicap. Ça, c'est de un. De deux aussi, le fait que il y a des bonnes pratiques euh, qui doivent être adoptées et mises en place par les États qui ratifient la Convention, qui deviennent des États parties. Et aussi le fait que la promotion des droits, donc on parle des droits, donc on reconnaît les droits des personnes en situation de handicap comme des droits humains. Donc, au niveau du Canada, euh, au niveau pratiquement de l'immigration, les immigrants représentent 23% de la population canadienne en 2021 et il est estimé qu'ils représentent 26% en 2026
et à peu près 29% en 2031. Et les personnes handicapées représentent 22% de la totalité des immigrantes et des immigrants au Canada. Finalement, le taux de handicap, la distribution des taux de handicap euh, est la suivante. Donc, 22% tous les Canadiens, 20% les hommes, 24% les femmes, 31% sont de la population autochtone, euh, 14% des minorités visibles et 21% sont des immigrants. Et selon l'enquête canadienne sur l'incapacité. Cette enquête a été réalisée en 2016 à peu près et puis a été publiée en 2017. Finalement, comme on a dit tantôt, que on parle principalement d'une interaction avec des obstacles et des barrières qui sont identifiés comme étant des barrières qui entravent l'inclusion. Ces barrières sont, sont diversifiées et euh, si vous voulez, la barrière très, très connue ou la barrière de base et le seuil de pauvreté qui est lié à la situation économique des familles euh, auxquelles appartiennent les personnes en situation de handicap. D'ailleurs, selon plusieurs études, euh, un coût de famille ayant une personne en situation de handicap s'élève à 500 dollars de plus par rapport à une famille de contrôle. Ça veut dire une famille n'ayant pas une personne en situation de handicap et vivant les mêmes conditions. Ceci euh, dit que il y a plus de probabilité d'être en situation de pauvreté ou en situation de précarité économique. Euh, Par la suite, les, donc le taux de pauvreté au Canada en 2019 est 10% pour toutes les personnes, mais on parle de 13,5% pour les personnes en situation de handicap et les immigrants récents, on parle de 17,4%. J'ai vu comme une question, je crois, qui est apparue, la source et l'enquête canadienne sur le revenu qui a été publiée en 2019. Le taux d'emploi pour les personnes en situation de handicap est toujours inférieur au taux de l'emploi pour le reste de la population. On parle de 60% pour les personnes en situation de handicap et 80% pour la totalité ou pour les Canadiens sans handicap, selon l'Emploi et Développement social du Canada, publié en 2021. Donc, particulièrement au niveau du travail, il y a toujours des attitudes, des mauvaises attitudes et de discrimination, des conditions indécentes de travail avec l'inaccessibilité et avec l'absence ou le manque des mesures d'adaptation au milieu professionnel ou au milieu de travail. Euh, et selon les statistiques, tous 3 employés avec un handicap sur 5 ont eu besoin d'adaptation au lieu de travail, dont la plupart sont peu coûteuses ou gratuites. Euh, donc, ce sont des réalités euh,
vu ou vécu par les personnes en situation de handicap. Et puis, les personnes en situation de handicap indiquent qu'elles sont traitées durement ou différemment en raison d'idées, de croyances ou d'attitudes à l'égard du handicap. On parle de 30% qui disent avoir été traités euh, avec des mauvaises attitudes. Donc, sur la base des idées, des croyances, de culture. Donc, ici, cette approche-là s'appelle l'approche intersectionnelle où le handicap est mis avec plusieurs facteurs. Pas seulement le handicap comme une incapacité, mais aussi tout ce qui est lié à la culture, tout ce qui est lié à l'ethnie, tout ce qui est lié aux croyances, à l'idéologie, à la langue. Donc, 50% des personnes en situation de handicap sont confrontées à des obstacles qui limitent leur capacité à se déplacer. Donc, ici, là, on parle des barrières physiques. On parle de l'infrastructure physique. Donc, il y a un grand manque d'accessibilité des infrastructures pour les personnes en situation de handicap. Et le Canada ne fait pas l'exception parce qu'une personne en situation de handicap sur cinq déclare qu'elle rencontre souvent un obstacle pour se déplacer, même dans les moyens de transport, tels que le taxi, le covoiturage, les transports en commun et même l'avion. Il y a aussi les barrières liées à la communication, donc le téléphone en personne pour la lecture et la compréhension des documents écrits. Et aussi, il y a les barrières liées à l'immigration. Il y a le phénomène de traumatisme, euh, de, euh, de stress post-immigratoire. Pourquoi? Parce que généralement, la décision d'immigrer est liée à des conditions euh, peu défavorables pour beaucoup des personnes en situation de handicap. Euh, Avoir vécu parfois des expériences traumatisantes dans les pays d'origine ou durant même le processus de migration, avoir vécu de l'exclusion, de la discrimination, surtout en termes de marché d'emploi. Cela inclut donc des conflits, des persécutions, de la perte de proches, des conditions de vie précaires pendant le déplacement, l'inaccessibilité, donc les difficultés majeures que les personnes ont trouvées qui a mené cette décision de l'immigration. Donc, le stress post-migratoire est souvent amplifié par les défis d'adaptation à une nouvelle culture, les barrières linguistiques et la nostalgie de leur pays d'origine. Donc, il y a toujours ce fait d'avoir ces obstacles liés à l'immigration. Aussi, euh, ces traumatismes peuvent exacerber les symptômes de handicap. Donc, ça peut augmenter euh, les défis liés au handicap, notamment les troubles mentaux comme le trouble de stress post-traumatique, l'anxiété et la dépression. Aussi, il y a le manque de soutien psychologique et des services de santé mentale accessibles, ce qui aggrave la situation. Donc, l'absence des ressources ou le manque de disposition des ressources pour les personnes, que ce soit dans leur processus
d'immigration qui est, bah, il y a un certain processus d'inclusion et d'intégration qui doit être considéré, mais qui n'est pas toujours à la disposition euh, de toutes les personnes en situation de handicap qui sont immigrantes. Aussi, l'institutionnalisation du contexte de concept de capacitisme au niveau de l'immigration, parce que il y en a plusieurs demandes d'immigration qui sont rejetées et qui étaient rejetées avec euh, le fameux motif fardeau excessif. Euh, c'est un fardeau ben, c'est un motif codifié selon la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, qui est toujours un obstacle, même si ces raisons ont été, ou ces mesures-là ont été quand même allégées en 2020. Le taux de rejet des personnes en situation de handicap quand même a été moins élevé, mais ça reste une barrière parce que tout simplement les agents de l'immigration et les médecins agréés déterminent euh, l'éligibilité des personnes en situation de handicap euh, pour être euh, résidente permanente, donc pour avoir le statut permanent au Canada. Donc la décision est toujours prise par euh, des médecins agréés et il envoie le rapport sur sur les capacités et ça cause vraiment des traumatismes, du stress, de l'anxiété pour plusieurs personnes. Le fait que même si tu travailles, même si tu as des mesures d'adaptation au niveau du travail, au niveau des études, mais toujours ton projet d'immigration est remis toujours en question en raison de, euh, 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 de ton incapacité. Et puis, le fait d'avoir une incapacité lourde ou une déficience lourde ou pas, c'est plus une vision capacitiste basée sur euh, les capacités de la personne, donc ce qui peut comme euh, 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 avoir des conséquences en matière financière. Donc ça va alourdir, comme le disent plusieurs, alourdir les coûts liés aux services sociaux et de santé. Euh, Bien sûr, avec l'absence de l'accès à ces services-là. Donc, les immigrants et réfugiés en situation de handicap sont souvent confrontés aussi déjà à l'isolement social. Donc, c'est une autre barrière à l'inclusion, euh, qui est l'isolement social. Surtout, on a vu ça avec la pandémie. Donc, en raison de la perte de leur réseau de soutien traditionnel et de la difficulté à s'établir de nouveau et établir, bien évidemment, des nouveaux liens sociaux dans les sociétés d'accueil. On parle aussi du manque de soutien communautaire ainsi que le manque des services adaptés à leurs besoins spécifiques, ce qui contribue à leur marginalisation. Il y a aussi les problèmes au niveau de l'emploi et au niveau de logement. Euh, donc, on parle de chômage prolongé, on parle de, de l'emploi indécent, des conditions indécentes d'emploi, ce qui contribue à la précarité économique, ce qui aussi limite l'accès aux soins et aux services essentiels. Et avec la crise de logement, euh, aussi, ça empire la situation, donc avec des, euh, des conditions inadéquates de logement et en plus
la non-disponibilité des logements adaptés pour les personnes en situation de handicap. Alors, comme piste de réflexion, comme des solutions possibles, comme j'ai dit tantôt, il y a l'approche intersectionnelle, donc l'intersection du handicap avec d'autres facteurs euh, identitaires, donc tels que le genre, l'ethnie, la classe sociale. L'approche intersectionnelle peut aider à comprendre comment les différents aspects de l'identité se chevauchent et influencent les expériences individuelles. Donc, le fait, par exemple, une femme réfugiée en situation de handicap peut faire face à des discriminations liées à son genre, à son statut migratoire et son handicap. Donc, c'est important que euh, les institutions ou les organismes, y compris les organismes publics, considèrent la question de l'immigration des personnes en situation de handicap avec cette approche. Donc, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs dispositifs pour aider à analyser la question de handicap euh, dans les différentes configurations. Euh, des pistes et des solutions qui peuvent venir en conséquence, euh, c'est les programmes d'accompagnement spécifiques qui peuvent être à disposition pour les personnes en situation de handicap. Donc, les services de soutien adaptés qui peuvent grandement améliorer l'intégration et l'inclusion des immigrants en situation de handicap. On parle aussi des initiatives communautaires inclusives, donc où les organismes communautaires ou même les organismes généralement peuvent faire des initiatives, peuvent faire des petits projets pour euh, 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 faire des espaces d'accueil ou pour fournir des ressources aux personnes en situation de handicap qui sont en processus d'immigration ou bien qui sont déjà immigrés et qui sont déjà établis au Canada. L'accessibilité des services, qui est un principe nécessaire et primordial pour permettre les personnes en situation de handicap à accéder aux services d'accompagnement vis-à-vis la question de l'immigration. Donc, des politiques inclusives et égalitaires, ainsi que l'accessibilité universelle dans les services, sont des solutions indispensables pour promouvoir une société inclusive. Les ressources utiles, donc rendre à disposition des guides, des services et des outils d'accès à l'information et d'accompagnement, euh, et pourquoi pas aussi des lignes d'assistance pour assister et accompagner les personnes immigrantes en situation de handicap. Aussi, il y a l'aspect formation et sensibilisation des parties prenantes, donc des différents acteurs et des différents intervenants euh, qui sont impliqués dans les différentes questions liées euh, au handicap, mais aussi à l'immigration, les organismes publics, les organismes communautaires, les personnes en situation de handicap elles-mêmes, pourquoi pas les entreprises. Donc, le fait de former et sensibiliser le public et les professionnels aux défis spécifiques rencontrés par ces individus, ça peut améliorer la situation. Aussi, les études et les collectes des données spécifiques, euh, tout au début du webinaire, on a parlé de quelques statistiques. Ce qui est important, c'est que les statistiques et les études sont la base généralement des,
des politiques. Donc, avant de mettre les politiques et les programmes, il s'agit de s'appuyer sur des études et des statistiques. Donc, le fait euh, d'améliorer les statistiques et d'améliorer les études sur les migrations et le handicap euh, qui sont très limitées, les études au niveau de cet aspect, euh, ça permettrait de mieux comprendre les besoins et les défis des immigrants en situation de handicap. L'idée de collecter les données démographiques et socio-économiques détaillées pour informer les politiques et les programmes, même les lois. Donc, ça permettrait d'avoir une euh, un meilleur portrait de la situation des immigrants et des immigrantes en situation de handicap. Comme, comme j'ai mentionné, les données précises, spécifiques et détaillées permettent de développer des solutions basées sur des preuves, donc basées sur des faits adaptés aux réalités spécifiques des immigrantes et des immigrants en situation de handicap. Et il y a toujours la bonne pratique de la concertation et la consultation avec les organismes communautaires, mais aussi avec les organismes des personnes handicapées pour avoir donc plus de clarté, puis plus d'informations sur la situation des personnes en situation de handicap, mais aussi la situation des immigrantes et des immigrants en situation de handicap au Canada. Donc finalement, il est important de considérer de un que le handicap est une interaction entre plusieurs facteurs, y compris les facteurs identitaires et les facteurs euh, liés au genre, les facteurs liés à la culture, donc les barrières linguistiques et les barrières, donc les barrières identitaires d'une façon générale et considérer aussi les barrières de la société, là, telles que les barrières comportementales, donc les mauvaises attitudes, l'exclusion, la discrimination de la part de la société. Il est donc ce qui mène à considérer l'approche intersectionnelle, le fait de considérer ces différentes configurations qui mettent la personne en situation de handicap et considérant que aussi l'immigration, on parle de une exclusion et puis des barrières que la personne a rencontrées probablement dans son pays d'origine et probablement va aussi les rencontrer au Canada comme ou son pays de destination avec des barrières supplémentaires au niveau des processus administratifs, ce qui est comme j'ai mentionné tantôt, l'institutionnalisation de la notion de capacitisme. Donc, ce qui met la personne devant plusieurs barrières et obstacles, ce qui est pistes de solutions possibles. Donc, c'est les sensibilisations, les programmes de formation, les programmes d'accompagnement aussi, ainsi que mettre à disposition les ressources et les guides et l'assistance et l'accompagnement pour euh, les, euh, les, les immigrants et les immigrantes en situation de handicap et bien sûr accessible sous plusieurs formats pour permettre plusieurs types d'incapacités à accéder à ces ressources et ces guides. Et encore une fois, la collaboration, la coordination, la concertation et la consultation avec les organismes communautaires, les organismes de défense des droits et aussi les organismes des personnes handicapées restent très, très, très nécessaires pour promouvoir un Canada
inclusif pour toutes et pour tous. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci, Arbi. Si vous avez des questions, merci d'utiliser les questions-réponses QA ou d'écrire dans le chat. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je ne vois pas de... Ouais, il n'y a que de, de Bah, remerciements. Bon, c'est un bon signe. Mais j'aimerais ça s'il y a des questions. Oui, est-ce que vous avez des outils ou des pratiques à mettre en place pour, à recommander pour garantir l'accessibilité? Oui, en fait, en milieu communautaire. Euh, il y a des organisations euh, qui, euh, qui sont, qui ont des outils euh, qui permettent d'accompagner les personnes en situation de handicap. Même, il y a même plusieurs organismes qui font l'accompagnement des personnes immigrantes, sont en train euh, d'accompagner les immigrantes et les immigrants en situation de handicap. Mais euh, finalement, ce qu'il a été remarqué, c'est qu'il y a un grand manque des ressources qui sont rassemblées pour guider et en format accessible pour guider et pour accompagner les immigrants en situation de handicap. Connaissez-vous des organismes qui travaillent spécifiquement avec les personnes migrantes en situation de handicap? Bon, j'avoue que je connais pas des organisations qui travaillent principalement sur ça. Bah, l'Ocasi travaille sur si CCM me le confirme. L'Ocasi travaille sur les questions liées à l'immigration et au handicap. absolument. Euh, Puis, en matière, ce que je voulais aussi revenir par rapport aux outils euh, pour garantir l'accessibilité, c'est que il y a des applications qui peuvent être développées qui permettent aussi de- de- d'identifier les niveaux d'accessibilité des différents services. Euh, il y a aussi des guides de services qui peuvent être développés pour expliquer ou vulgariser l'information sur la prestation des services pour les personnes en situation de handicap et surtout les services liés à la santé, mais aussi les services liés à l'immigration. Vous avez mentionné qu'il y a un peu d'études sur le handicap. Est-ce que vous connaissez un organisme qui travaille sur cette intersection? Euh, oui, euh, il y a Iris, IRIS. Euh, il travaille sur l'approche intersection. Euh, Connaissez-vous? Oui, j'ai vu cette question. Il me semble qu'Altergo commence à s'intéresser à ce sujet. Mhm. Pouvons-nous obtenir la présentation par courriel?
avec plaisir. Et tant que non spécialiste médical, comment être sûr d'utiliser l'outil adapté à la personne pour ce qui concerne le handicap non visible? En fait, la dimension médicale est inévitable. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir plus qu'une intervention. Donc, ne pas se limiter à l'intervention médicale et ne pas se limiter aux professionnels de la santé, mais aussi euh, de, de voir avec la personne elle-même, les organismes, les intervenants sociaux. Donc, avoir une approche pluri-acteur qui permet euh, d'adapter les outils, puis d'accompagner la personne, même même si on parle, ou même lorsque on parle de handicap non visible. Euh, oui, Iris, Okazi, qu'en est-il de la famille de ces personnes? Sont-elles prises en compte dans les démarches pour soutenir ou accompagner les personnes en situation de handicap? Ben, je rajoute un autre défi ou un autre obstacle, c'est, c'est que les agents de l'immigration, généralement, on reçoit des dossiers. Donc, ils ne voient pas la personne, ils voient juste des documents euh, qui sont demandés. Et sur la base de ces documents, l'agent va décider. Et chaque agent, il a sa façon de voir, ce qui est tout à fait normal. La subjectivité euh, administrative ou la subjectivité dans les démarches euh, administratives est inévitable. Donc, chaque agent va comprendre la situation ou analyser la situation de sa façon. Et parfois, on trouve une considération des éléments qui n'est pas, qui ne sont pas considérés par un autre. Donc, la considération diffère d'un agent à un autre. Mais par rapport euh, aux familles des personnes en situation de handicap, généralement, le fait juste d'accompagner cette personne en situation de handicap n'est pas un motif, comment dire, n'est pas un motif, n'est pas un bon motif ou un meilleur motif qui permet à la personne ou à la famille qui accompagne la personne d'avoir le statut d'immigration, à moins que la famille vont avoir un permis de travail ou vont avoir un statut d'immigration principalement économique, donc tel que le travail. Et dans ce cas, le revenu de la famille va être considéré et aussi les coûts liés au handicap vont être établis. Donc, puis ils vont faire euh, la comparaison et, euh, et ils vont par la suite faire la décision. Arch Disability, oui, c'est une organisation qui travaille. Bah, euh, c'est une organisation d'un niveau canadien. J'ai eu le plaisir au niveau de la RPPH et aussi à mon nom aussi, nous sommes en train de travailler sur le rapport alternatif. Le rapport alternatif, c'est un rapport qui est rédigé par la société civile lié à la mise en application, donc l'évaluation de la mise en application de la Convention euh, de la part des pays ou des États signataires. Donc, on travaille sur le rapport du Canada. Et NIPSH est en contact avec les PSH migrantes à travers, oui, le service interaidance. Exactement, Nadège, c'est ce que j'ai mentionné
j'ai pas mentionné l'INI-PSH puis le programme Interaidance, euh, qui est, l'Interaidance considère aussi tout ce qui est l'accompagnement en cas des violations, de violences. Euh, c'est un service qui aide à accompagner les personnes dans ces situations-là. Et effectivement, les, les- les- les personnes en situation de handicap, en situation d'immigration, l'état d'immigration aussi, font partie des parties prenantes. Auriez-vous des réflexions, des recommandations propres aux municipalités, villes, comme promotrices du lien social et de l'inclusion? Vous pouvez regarder les retombées du chantier. La ville de Montréal, oui, le plan d'action est en cours d'élaboration. Oui, oui, effectivement, parce que l'approche décentralisée ou la vision décentralisée, euh, donc si on travaille d'une vision de conseil de ville ou de la ville, ça permet de fournir des services de proximité, de ressources de proximité aux personnes en situation de handicap. Donc, considérer les personnes en situation de handicap euh, immigrantes au niveau des plans d'action et au niveau des plans d'intervention, les plans d'aménagement restent intéressants, mais aussi, moi, ce que je trouve euh, intéressant, c'est le fait que les villes euh, aient des contacts ou une collaboration avec les organismes communautaires qui travaillent sur les questions de l'immigration et la question du handicap pour pouvoir concerter et consulter euh, afin d'avoir un plan d'action qui répond aux besoins des immigrants et des immigrants en situation de handicap. A-t-on des exemples de bonnes pratiques dans l'accueil et l'établissement des nouveaux arrivants euh, personnes oui, des nouveaux arrivants euh, en situation de handicap. Donc, comme j'avais mentionné, euh, oh oui, comme j'avais mentionné, euh, il y a des organismes, franchement, je connais pas des organismes en particulier ou des cas vraiment particuliers euh, qui fournissent le soutien des nouveaux arrivants en situation de handicap. Mais ce que je peux dire que euh, la plupart des organismes qui font l'accompagnement ou le soutien des nouveaux arrivants, généralement, ils considèrent aussi les personnes en situation de handicap. Mais ce que je trouve important, c'est de parler du fait que, euh, que les immigrants, euh, une bonne partie parmi ces immigrants-là sont en situation de handicap. Donc alors, ce sont des personnes qui aussi considèrent le Canada comme leur destination. Donc par la suite, euh, les mesures d'accompagnement doivent être inclusives. Donc, les personnes en situation de handicap doivent être considérées. Et moi, je trouve que euh, il y a un travail au niveau de la sensibilisation et la veille informationnelle euh, au niveau de ces organismes-là euh, doit être fait. Euh, Si je me permets, oui, Harvey, la minute pub. Nous, à Okassi, on a cette initiative-là, l'initiative pour l'accessibilité, qui justement est conçue pour bâtir la capacité du secteur à mieux servir les personnes immigrantes et réfugiées en situation de handicap.
et on a développé un cours en ligne gratuit, autodirigé, qui s'appelle Renforcer l'accès et l'équité aux personnes immigrantes et réfugiées en situation de handicap visible et invisible, qu'on offre 3 fois par an. Et puis, j'ai collé ici le lien vers ce cours-là. Merci. Bon, merci aussi parce que je vois des noms qui sont partagés, associations multiculturelles. Ah oui, de type d'association. Donc, aussi, on peut, nous, comme des parties prenantes, comme bah, moi-même, je suis en situation de handicap et je suis euh, immigrant. Ça fait 7 ans que je suis installé ici à Québec et au Québec, donc au Canada aussi. Donc, quand même, j'ai rencontré quelques obstacles. Et puis, ce que je voulais dire, c'est on pourrait, comme étant des personnes, comme étant des organisations aussi et des représentants des organisations, on pourrait partager les informations. Pourquoi pas avoir des forums ou des plateformes dans lesquelles un échange des ressources et des guides ou ben, tout type de ressources peut être partagé entre nous comme étant des personnes ou entre les organisations. Et ça sera pertinent donc d'avoir ces partages-là. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, euh, je vous remercie infiniment euh, d'être ici aujourd'hui et j'espère que mon intervention a aidé en quelque sorte d'avoir une idée générale de la situation des personnes immigrantes en situation de handicap et que ça peut porter des prochaines réflexions. Peut-être on va voir une euh, amélioration de la situation des personnes en situation de handicap, des immigrantes et immigrants en situation de handicap pour un Canada plus inclusif, plus diversifié et plus riche. Merci beaucoup, Arbi, pour cette riche présentation et ces beaux exemples que vous avez montrés tout au long de cette présentation. Merci à vous toutes et tous qui ont été ici pour ce webinaire, à nos interprètes aussi. J'espère qu'on n'a pas été trop rapide lors de l'interprétation. Autrement, s'il vous plaît, dès que vous allez partir de cette réunion-là, il y aurait une fenêtre qui va s'ouvrir pour l'évaluation du webinaire. N'hésitez pas à le faire, s'il vous plaît. C'est uniquement 12 questions. Et vous n'avez même pas à écrire, donc juste à cocher. Ça va nous aider grandement à évaluer le type d'atelier qu'on offre, mais aussi à générer d'autres idées pour les prochains webinaires. Merci encore tout le monde et puis je vous souhaite une bonne journée et à un prochain webinaire. Au revoir. Merci.